All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous de nouveau. Je donne la parole au représentant légal des victimes afin de conclure leur argument sur le fond. Et vous avez jusqu'à 15 heures, vous savez très bien. Merci, Madame la Présidente. The pattern of repeated operational methods, including late Le schéma récurrent des modes opératoires comprenait les raids nocturnes, l'entrée forcée sans mandat d'arrêt, l'entrée forcée sans mandat, les victimes abattues à bout portant, les rapports de police post-incidents similaires avec des récits cohérents de résistance armée, le fait de planter des drogues et des armes, l'absence d'enquête véritable démontre l'existence d'une attaque systématique. Ce schéma n'est pas une coïncidence, il est structuré. L'utilisation de récits opérationnels similaires et des assertions particulières de résistance armée démontrent une cohérence incompatible avec des actes isolés. Que les auteurs directs aient été ou non formellement identifiés comme étant des agents de police, des tactiques similaires utilisées montrent un degré de planification et de coordination impliquant les forces de l'ordre et parfois des responsables locaux. Les meurtres n'ont pas été commis par des agents voyous ou des groupes d'autodéfense opérant indépendamment des autorités. L'implication de la police dans les meurtres s'étendait bien au-delà des cas officiellement reconnus comme étant des décès survenus dans le cadre d'opérations by bust. De plus, le fait que le gouvernement n'a pas arrêté, encore moins poursuivi, un seul policier pour son rôle dans l'un quelconque des meurtres commis dans le cadre de la campagne contre la drogue et que M. Duterte a encouragé, a envoyé un message clair, à savoir que les responsables ne devaient pas craindre d'avoir à rendre des comptes et pouvaient donc agir dans l'impunité. Il n'y a pas de preuve que M. Duterte ait pris des mesures pour empêcher les responsables de commettre les meurtres ou les en punir. Au contraire, dans ses nombreuses déclarations publiques, il a minimisé l'illégalité des actions de la police et a montré qu'il n'était pas enclin à enquêter sur les crimes allégués ou n'avait aucune intention de le faire. M. Duterte a encouragé la police a mené la campagne anti-drogue et a dit à plusieurs reprises qu'il les protégerait des poursuites, contre des poursuites. Le 19 juillet 2016, lors d'un dîner de fraternité avec ses anciens camarades de l'école de droit, M. Duterte a dit que les agents de police pouvaient mener la guerre contre la drogue sans craindre d'être poursuivis. Il a dit que le président peut accorder une grâce conditionnelle ou absolue ou accorder l'amnistie avec l'accord du Congrès. Je l'utiliserai, cette grâce, croyez-moi. Fin de citation. Lors d'une conférence de presse le 21 août 2016, il a également expliqué que ses promesses de protéger la police étaient l'une des raisons pour lesquelles la guerre contre la drogue était devenue si sanglante. Et je cite, « Rappelez-vous, j'ai bien averti tout le monde. J'ai dit que ça pouvait être sanglant, car je savais que la police serait maintenant dotée d'un certain état d'esprit, qu'elle serait protégée par la loi si les agents s'engageaient dans une confrontation violente. Avant, ils avaient peur à cause de ces droits de l'homme et bon nombre d'entre eux ont même perdu leur emploi car ils n'avaient pas d'avocat pour se défendre. » Fin de citation. M. Duterte a également averti les organisations des droits de l'homme qu'elles ne devraient pas rester en justice contre les agents de police ou les militaires en raison des exécutions extrajudiciaires en disant que je le dis maintenant,
ils n'iront jamais en prison, pas sous ma gouverne. Fin de citation. Le 5 novembre 2016, les agents de police ont tué le maire Albuera, Rolando Espinosa Senior, à l'intérieur de la prison de l'été, que Duterte a accusé d'être impliqué dans le trafic de la drogue. Le Bureau national d'enquête a conclu que les meurtres étaient une élimination de ces prisonniers non armés à l'intérieur de la cellule et a porté les accusations de meurtre. M. Duterte a répondu que ces officiers ne seront pas poursuivis. Et il a dit, je cite, « Je ne permettrai pas que ceux-là, à savoir les agents de police, aillent en prison. Je m'en fiche que le NBI dise qu'il s'agit d'un meurtre. Quoi qu'il en soit, le NBI et le ministère de la Justice sont tous les deux placés sous mon autorité. Ce sera à moi de répondre de cet acte et d'aller en prison pour cela. » Fin de citation. Le troisième jour de sa présidence, M. Duterte a publiquement dit aux agents de police qu'il leur accorderait la grâce s'ils tuaient les toxicomanes et les trafiquants de drogue. Je cite, « Faites votre devoir. Si dans le processus vous tuez 1000 personnes parce que vous faites votre devoir, je vous protégerai. » Fin de citation. Vu la perception d'impunité de la police qui prévalait et l'absence d'enquête efficace ou de poursuite, dans bon nombre de cas, les victimes ne portaient pas plainte ni n'engageaient de procédure pénale. Comme un membre de la famille d'une victime l'a expliqué, nous n'avions pas d'espoir qu'il y ait une enquête de la police. L'un d'entre nous a vu un policier entrer avec une mallette en aluminium. Il a sorti une arme et des sachets de chabou qu'il a placés près du corps. Je suis retournée là où j'étais et j'ai été totalement choquée. Je ne pouvais même pas me plaindre. Si nous portons plainte, quelle chance avons-nous contre les autorités? Fin de citation. Dans d'autres cas, les victimes ont essayé de chercher justice. Ils sont allés à la police, auprès des responsables locaux, auprès des agences du gouvernement. Ils ont déposé des rapports, demandé des enquêtes. Ils ont supplié qu'on leur donne des réponses, mais leurs appels ont été ignorés, les plaintes ont été rejetées et leur témoignage a été remis en cause. Dans certains cas, les personnes même qu'elles ont saisies pour obtenir de l'aide étaient celles-là même qui étaient impliquées dans les meurtres, dans la violence. Elles n'avaient plus de voie de recours. Aucune institution n'était prête à les entendre, aucune autorité ne voulait les protéger, aucun système n'était prêt ou disposé à reconnaître ce qui s'était passé. L'attaque lancée contre la population civile a été menée en application d'une politique d'un État visant à neutraliser par le biais de crimes violents, y compris des meurtres, des personnes qui étaient perçues comme étant ou présumées être impliquées dans le trafic de drogue, dans les crimes liés à la drogue, notamment la production, la vente et la consommation de drogue et d'autres crimes tels que le vol et le meurtre. La politique a été initialement élaborée par M. Duterte et ses proches collaborateurs à Davao, puis mise en œuvre puis étendue à l'échelle nationale en 2016, lorsque le suspect est devenu président de la République. Les victimes soutiennent la thèse principale de l'accusation et font valoir que les éléments de preuve montrent l'existence d'une telle politique, comme en témoigne la ligne de conduite récurrente, la mobilisation des ressources de l'État, l'approbation par M. Duterte et la tolérance institutionnelle. M. Duterte a brigué la mairie pour la première fois en 1988 sur un message de campagne visant à restaurer la loi, l'ordre dans la ville, la plus grande de l'île principale de Mindanao, située au sud du pays. À cette époque, la ville de Davao était connue comme étant la capitale du meurtre aux Philippines. Les insurgés communistes et les forces de sécurité du gouvernement s'affrontaient à coups de fusil, tuant de nombreux civils jour et nuit dans les rues et dans les quartiers de Davao. M. Duterte a été maire pendant de très nombreuses années, entre 1988 et 2016. Les ONG indiquent que les meurtres commis par cet escadron
meurtres de petits criminels, de trafiquants de drogue, d'enfants de la rue à Davao ont commencé au milieu des années 90 lors du second mandat de Duterte. Le groupe qui a revendiqué les meurtres était appelé Salugon Sakatawan ou serviteur du peuple, entre autres noms. Et rapidement, les médias ont commencé à le désigner sous le nom de Escadron de la mort de Davao. L'escadron de la mort de Davao a tué des centaines de personnes. M. Duterte a approuvé les meurtres comme étant un moyen efficace de combattre le crime, embrassant ainsi sa réputation et son surnom de Duterte Harry. Sa promotion active du meurtre de trafiquants de drogue présumés a entraîné une forte augmentation des meurtres pendant sa mandature de maire. Et selon une estimation présentée hier et aujourd'hui, au moins 1424 de tels meurtres ont été commis à Davao entre 1998 et 2015. Hier, lors de la présentation de M. Nichols et aujourd'hui, lors de la présentation de Mme Croft, lorsqu'il a été confronté au nombre de victimes tombées lors de sa campagne présidentielle, M. Duterte a répondu « Ils disent que j'ai tué 700. Mauvais calcul, c'était 1700. » À de nombreuses occasions en tant que maire, M. Duterte a dit qu'il était personnellement responsable de la politique visant à tuer les personnes suspectées de trafic de drogue. Par exemple, en février 2009, il a dit qu'il avait déjà l'intention, avant sa candidature en 2016, il était déjà très clair sur son intention d'éradiquer le crime et les criminels en appliquant la tactique de contrôle sur le crime abusivement au niveau national. Dans le journal Sunstar aux Philippines en 2024, le 24 mai 2015, il a dit « Si par hasard Dieu me mettait là-bas, me plaçait là-bas, attention à vous, les 1000, parlant des personnes exécutées, quand il était maire, les 1000 deviendront 100 000. Vous voyez les poissons dans la baie de Manille, ils vont engraisser parce que c'est là-bas où je vais vous jeter. » 3 mois après ce discours, il a renouvelé sa promesse en disant « Si je deviens président, vous ferez mieux de vous cacher car ces 1000 deviendront 50 000. Et je vais tous vous tuer car vous rendez la vie des Philippins misérable. » La promesse ouvertement faite par M. Duterte de se lancer dans une campagne nationale de meurtre contre les trafiquants de drogue et les consommateurs de drogue était le socle même de son programme électoral à la présidentielle. Lors d'un rassemblement de campagne le 15 mars 2016, il a dit, et je cite, « Lorsque je serai président, j'ordonnerai à la police de retrouver ces personnes, les usagers, les dealers et les consommateurs, et de les tuer. Les maisons funéraires seront bondées. » Après son élection en tant que président, Jérémy en a parlé ce matin, Maître Jérémy en a parlé ce matin, le 9 mai 2016, M. Duterte a continué à déclarer sans équivoque que sa campagne anti-drogue se concentrerait sur le meurtre des trafiquants de drogue et des consommateurs de drogue. S'exprimant à Davao le 4 juin 2016, il a dit, je cite, « Si vous êtes encore dans la drogue, je vais vous tuer. Ce n'est pas une blague, ni une plaisanterie. Je ne sais pas d'où faire rire, fils de pute, je vais vraiment vous tuer. » Fin de citation. Donc, M. Duterte, le mois prochain, il a qualifié les enfants tués lors de sa campagne contre la drogue de dommages collatéraux. M. Duterte et ses associés n'ont fait aucun cas des principes les plus fondamentaux de droit humains et de dignité humaine. En septembre 2016, après que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dénoncé des meurtres dans le cadre de la guerre contre la drogue, M. Duterte l'a traité d'idiot en disant « Je continuerai la campagne contre les criminels, je n'ai aucune pitié pour eux, je m'en fiche éperdument. Je suis le président des Philippines et non pas le président d'une république, de la République de la communauté internationale. »
Fin de citation. Dans un rapport de Human Rights Watch, publié en mars 2017, les 6 premiers mois de Duterte au pouvoir ont été qualifiés de calamité pour les droits humains aux Philippines. Monsieur Duterte, dans le cadre de ses déclarations publiques à répétition, a encouragé le meurtre de trafiquants présumés. Et ce n'étaient pas de simples envolées rhétoriques, mais bien des directives opérationnelles. Ces appels répétés à tuer les trafiquants et les consommateurs de drogue présumés est révélateur d'une politique de l'État visant à diriger une attaque contre la population civile philippine. Les déclarations publiques ont encouragé la force létale. Les opérations de maintien de l'ordre ont été organisées et dotées de ressources. La rhétorique d'éradication a été traduite dans les faits, détendue la coordination, la continuité des opérations, associée à l'encouragement public à recourir à la force létale, a permis de conclure à l'existence d'une politique. Lorsque la violence est normalisée, répétée, défendue au niveau institutionnel, comme c'est le cas en l'espèce, cela traduit bien l'existence d'une politique. Passons maintenant à la responsabilité présumée de M. Duterte. La responsabilité du suspect est engagée en tant que qu'auteur indirect au sens de l'article 25.3a pour avoir commis les crimes conjointement avec d'autres personnes en exécution d'un plan commun ou d'un accord visant à neutraliser par le biais de crimes violents, notamment le meurtre des individus perçus comme étant ou présumés être impliqués dans des crimes liés à la drogue, notamment la production, la vente et la consommation, ainsi que d'autres crimes. Et au sens de l'article 25.3b, pour avoir ordonné ou encouragé la commission des crimes par l'escadron de la mort de Davao et plus tard le réseau national. Et enfin, au sens de l'article 25.3c, pour avoir apporté son aide, concours ou autre forme d'assistance à la commission des crimes par l'escadron de la mort de Davao ou le réseau national. Les victimes font valoir que les éléments de preuve présentés par l'accusation permettent de conclure à l'existence de motifs substantiels de croire que M. Duterte est pénalement responsable des crimes reprochés. En particulier, la preuve montre bien l'existence d'un plan commun visant à tuer les personnes perçues par les autorités comme étant impliquées dans des crimes liés à la drogue. Le plan commun est né à Davao à la fin des années 80, lorsque le suspect a donné instruction aux membres de l'escadron de la mort, à savoir des agents de police et des tueurs à gages n'appartenant pas à la police, de mener des opérations visant des personnes bien ciblées. Il a fourni des fonds et d'autres ressources pour réaliser les objectifs de cet argument. Comme nous l'avons déjà dit, M. Duterte a fait des déclarations publiques sans équivoque, encourageant la police et les civils à tuer les trafiquants de drogue présumés. De telles déclarations indiquent une intention visant à utiliser les forces de l'ordre du pays et les amener à s'impliquer dans les meurtres. M. Duterte était fier de ses réalisations au point qu'il a mis cette méthode au centre de sa campagne présidentielle. Lorsqu'il a été élu président, il a adopté les mêmes méthodes que celles pratiquées à Davao. Il les a étendues au niveau national et a continué publiquement et sans équivoque à mener cette campagne anti-drogue en se focalisant sur les meurtres de trafiquants présumés et des consommateurs de drogue. Il s'est fondé sur cette politique, il s'est fondé sur l'appui de la police, sur laquelle il exerçait un contrôle effectif pour exécuter son plan commun. Leur loyauté a été renforcée par les promotions, les incitations financières et le maintien d'un système d'impunité. M. Duterte avait pleinement connaissance des crimes, comme la Chambre l'a entendu le 15 mars 2016 à Lingayen. Il a annoncé que s'il était élu président, il ordonnerait à la police de localiser et tuer les personnes impliquées dans la drogue en avertissant que les maisons funéraires seraient bondées. Le 26 avril 2016, s'adressant à des hommes d'affaires au Makati Business Club à Manille, le suspect a répété sa promesse. Il a dit « ce sera
sanglant, je cite ici, ça sera sanglant, je vais utiliser l'armée, la police pour les arrêter, les tuer. Et lors d'une campagne, lors du dernier jour de sa campagne, il a dit « Vous tous qui êtes dans la drogue, fils de pute, je vais vous tuer, je n'ai pas de patience et je n'ai pas de compromis. » Madame la Présidente, la perte des victimes, la perte que les victimes portent ne se mesure pas seulement au décès d'un proche, il se mesure à la chaise vide, à la table du dîner, aux anniversaires qui ne seront jamais célébrés, aux rêves arrêtés de façon abrupte, aux futurs, aux avenirs qui leur ont été volés. L'une des victimes a dit « Mon proche n'était pas parfait, nul d'entre nous, personne d'entre nous ne le sommes, mais il était un être humain, c'était l'enfant de quelqu'un, le parent de quelqu'un, le partenaire de quelqu'un, il méritait une dignité, procès équitable, une chance de se défendre. Au contraire, sa vie s'est arrêtée sans sommation, sans explication, sans reddition de comptes. Pour bon nombre d'entre nous, dès que nous avons appris la mort d'un proche, cela a été le moment où notre vie a basculé à jamais. Nous nous sommes retrouvés avec des questions auxquelles personne n'a voulu répondre. Nous avons été envahis par la peur, la peur que parler nous mettrait en danger. Et nous nous sommes heurtés à la douloureuse réalité que les institutions censées nous protéger nous ont laissé tomber. Le traumatisme causé par ces événements ne s'est pas arrêté avec la perte d'une vie. Ce traumatisme subsiste chaque jour. Les familles ont dû traverser cette période de chagrin et faire face à la stigmatisation et la suspicion. Bon nombre se sont vus dire implicitement ou explicitement que leurs proches méritaient ce qui leur est arrivé. On leur a fait avoir honte de demander des réponses. Certains ont été menacés lorsqu'ils ont essayé de porter plainte. D'autres se sont vus dire de ne pas s'en faire, de laisser tomber, car cela ne mènerait à rien. Les enfants ont été témoins des violences. Les enfants qui ont été témoins des violences sont en proie à la peur, à l'anxiété. Les parents qui ont perdu leur enfant vivent avec un sentiment permanent de culpabilité et de désespoir. Des communautés entières gardent encore en mémoire des nuits remplies de sirènes, de cris, d'incertitudes. Madame la Présidente, les souffrances des victimes ne sont ni abstraites ni lointaines, elles sont réelles, immédiates et elles restent permanentes. Madame la Présidente, le traumatisme n'est pas toujours visible. Il réside dans le silence de ceux qui ont peur de parler. Il vit dans l'hésitation d'un enfant qui ne se sent plus en sécurité lorsqu'il marche dehors. Il vit dans la peur constante des familles qui regardent encore par-dessus leur épaule en se demandant s'ils seront les prochains sur la cible. Pour les victimes, la confirmation des charges n'est pas tout simplement une étape juridique, c'est la reconnaissance que leurs proches comptent. C'est une reconnaissance du fait que ce qui est arrivé à leurs proches était erroné, était injuste. C'est un message qui leur dit qu'ils n'ont pas été oubliés. Cette procédure, la présente procédure, offre quelque chose qui leur a été refusé depuis des années, l'espoir. L'espoir que la vérité sera établie, que les personnes responsables devront rendre des comptes, que les générations à venir, ne subiront pas les mêmes souffrances. La justice ne fera pas revenir leurs proches, mais elle peut restaurer leur dignité. La justice peut promouvoir leur humanité. La justice peut leur permettre d'entamer le processus de guérison. Madame la Présidente, au fin de la confirmation des charges, au fin de l'audience de confirmation des charges, le procureur doit démontrer l'existence de motifs substantiels de croire que le suspect a commis chacun des crimes reprochés. Les victimes font valoir que les éléments de preuve présentés par le procureur satisfont à cette norme d'administration de la preuve. La confirmation de toutes les charges est non seulement justifiée sur le plan juridique, mais elle est essentielle pour l'intégrité de la justice pénale internationale.
Les éléments de preuve dont la présente Chambre est saisie établissent l'existence de motifs raisonnables de croire que les crimes contre l'humanité de meurtre et de tentatives de meurtre ont été commis dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique lancée contre une population civile et que M. Duterte voit sa responsabilité pénale individuelle engagée au sens de l'article 25 du Statut de Rome. Madame la Présidente, les victimes ont attendu ce moment pendant des années. Elles ont été réduites au silence, stigmatisées. La justice leur a été refusée dans leur propre pays. Aujourd'hui, elles sont devant vous, animées de cet espoir que la justice, enfin, longtemps refusée, est à portée de main. La Cour de Sion est leur dernier refuge. Et aujourd'hui, en leur nom, nous demandons à la présente Chambre d'affirmer que leur souffrance compte, que leurs droits comptent, que la primauté du droit s'étend même aux plus puissants, en confirmant toutes les charges portées contre M. Duterte et en le renvoyant en jugement. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Je passe la parole à mon collègue, avec votre permission, pour clôturer nos présentations. Madam President, Your Honors, I am... Madame la Présidente, Mesdames les juges, je suis Gilbert Andrés. Ma consoeur, Madame Massida, l'a dit tout à l'heure, la campagne contre la drogue de M. Duterte touchait de manière disproportionnée les pauvres et les marginalisés, en particulier dans les bidonvilles caractérisés par des niveaux élevés de pauvreté. Quelles étaient les conditions des victimes ciblées par cette campagne? À quel point ont-elles été affectées? À quel point elles étaient pauvres et marginalisées? Ces victimes de la campagne de lutte contre la drogue de M. Duterte venaient de communautés à faible revenu, particulièrement denses, ce qui signifie que certaines des victimes vivaient dans des zones ayant 69 000 personnes au kilomètre carré pendant la période visée. La superficie habituelle de la maison d'une victime dans ces communautés fortement peuplées était de 6 mètres carrés. Pour certaines victimes, la maison consistait en 2 tables dans cette salle d'audience. Ces maisons étaient généralement faites de bois, de bâches, de plastique, de matériaux légers, de quelques blocs creux. En somme, tout type de matériaux qu'ils pouvaient récupérer et réutiliser. Étant donné que les victimes vivaient dans des communautés fortement peuplées, leurs voisins les connaissaient très bien. C'était des communautés soudées, ce qui signifie qu'on savait immédiatement si quelqu'un était un étranger à la communauté. Et tout événement traumatique qui se déroulait et qui touchait les victimes dans ces communautés soudées était connu de tous et partagé au sein de la communauté. Étant donné que les victimes venaient de communautés à faible revenu, leur maison servait de foyer à plusieurs générations de la famille pour préserver leurs maigres ressources. Et pour les Philippins, en particulier ceux qui viennent des communautés à faible revenu, la famille n'est pas uniquement la cellule nucléaire, ce n'est pas uniquement le mari, la femme, les enfants. La famille s'étend aux grands-parents, les Lolo et Lola, et aux frères, aux sœurs du conjoint. Les frères, les sœurs. Le soutien de la famille, c'est généralement le mari, le père des enfants. Et les victimes travaillaient pour gagner le salaire minimum ou même parfois un salaire inférieur au minimum journalier recommandé. Ou parfois, ils étaient dans l'informel comme vendeurs. Les victimes travaillaient, s'il y avait du travail, pour gagner la survie de leur famille. Pour la plupart, elles n'avaient pas
suivi d'études ni de formation adéquate pour avoir des emplois stables dans le cadre de l'économie formelle. Et s'ils pouvaient gagner le minimum journalier en milieu urbain, il s'agissait d'environ 500 pesos par jour ou environ 8 euros par jour pendant la période visée. Mais pour la plupart des victimes, le salaire minimum était en réalité le maximum qu'elles pouvaient avoir, qu'elles pouvaient espérer. Les victimes espéraient gagner au maximum 8 euros environ par jour. Et pour une famille composée du mari, de la femme et 2 ou 4 enfants, 8 euros par jour, c'est maigre. Il était également attendu de manière culturelle que le soutien de la famille aide les parents âgés. Parfois, l'autre conjoint pouvait renforcer le revenu de la famille en étant vendeur ou en effectuant des travaux temporaires. Et si les 2 parents étaient à l'extérieur de la maison, c'est la famille élargie qui prenait soin des enfants. Mesdames les juges, les données spécifiques peuvent varier d'une victime à l'autre, mais nous espérons que les estimations que nous vous avons données vous donnent une estimation des conditions de vie des victimes de la campagne de guerre contre la drogue de M. Duterte. Des victimes marginalisées, vulnérables, se sont multipliées de façon exponentielle et ont continué à souffrir, ce qui nous met à notre prochaine soumission. Quels étaient les effets graves et le préjudice subi par les victimes, leurs familles et leurs communautés en résultat des crimes reprochés à M. Duterte? La campagne contre la guerre de M. Duterte s'en prenait à l'humanité même des victimes, de leurs familles, de leur communauté. En philippin, les victimes indirectes expriment ceci en une phrase, ce qui signifie l'honneur nous a été enlevé. Et comment? Monsieur Duterte, de manière publique, a déshumanisé les victimes de sa campagne contre la drogue. Et cette déshumanisation a été utilisée pour justifier leur meurtre. Le 25 juillet 2016, lors de son discours inaugural devant le Congrès philippin, M. Duterte a déclaré, je cite, « Mais les droits de l'homme ne peuvent pas être un bouclier ou un prétexte pour détruire le pays. Votre pays, mon pays. » Fin de citation. Ce qui était glaçant, c'est que cette partie du discours de M. Duterte a reçu des applaudissements des membres du Congrès philippin et de la galerie du public. Le 17 août 2026, lors de l'anniversaire, du 115e anniversaire du service de police à la police nationale, M. Duterte a déclaré à ceux qui étaient présents que ceux qui étaient affectés par la drogue, que cela n'a pas affecté des millions de personnes, mais plusieurs d'entre eux ne sont plus viables en tant qu'êtres humains sur cette planète. Fin de citation. 26 août 2016, M. Duterte a déclaré à un groupe de soldats philippins qu'il a visité dans un camp militaire que, je cite, « Crime contre l'humanité ?» Tout d'abord, laissez-moi être direct. Sont-ils des humains? Quelle est votre définition d'un être humain? Fin de citation. Ces discours publics de M. Duterte ont servi à conditionner le peuple philippin pour excuser le meurtre des victimes de sa campagne contre la drogue et la manière dont ces victimes ont été assassinées, des exécutions.
Et ces discours publics de M. Duterte étaient emblématiques que les crimes d'atrocité sont souvent précédés par un processus de déshumanisation de l'identité des autres pour justifier des crimes. Deuxièmement, les victimes assassinées ont été déshumanisées par la manière dont elles ont été assassinées. Les victimes en question étaient taxées de toxicomanes ou de trafiquants sans même être soumis au processus judiciaire comme celui qui est en cours devant cette chambre. Les victimes étaient ensuite assassinées dans leur maison ou dans leur communauté. Les victimes étaient assassinées dans leur domicile, devant leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents et en particulier leur mère. Certaines des victimes étaient séparées de force de leurs proches qui pouvaient les protéger des exécuteurs de la campagne de lutte contre la drogue de M. Duterte. C'est ce qui est arrivé au fils de d'une victime aux premières heures d'un jeudi. À ce moment-là, cette victime, son fils et l'épouse de son fils, qui était enceinte et sur le point d'accoucher, se préparaient à se rendre à l'hôpital lorsque 6 à 7 personnes vêtues de noir sont arrivées et armées, entrées chez elles. Comme l'a raconté la victime, je cite, « Mon fils répétait sans cesse, « Maman, ne me laisse pas ». Alors je me suis interposée. Il a crié encore, « Je viendrai avec vous, ne me tuez pas. Maman, ne me laisse pas. » 4 officiers de police étaient à l'intérieur. Un a crié, me disant, « Écarte-toi ». Ils m'ont tiré vers le bas de l'escalier par les cheveux et ils avaient des armes. Mon fils a crié encore, « Maman, ne me laisse pas ». Il serrait sa femme dans ses bras. Ils m'ont tiré dans la rue. Ils m'ont mis sur une moto. Certaines victimes ont supplié leurs agresseurs pour qu'ils aient la vie sauve. Certaines victimes enlevaient immédiatement leurs vêtements pour montrer aux exécuteurs qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient propres. La maison qui était censée être un refuge pour les victimes directes est devenue la scène de leurs crimes. Et le fait de cibler les victimes dans leur maison est expliqué par la circulaire de commandement qui a été circulée, la numéro 16-2016, et qui a été mentionnée un peu plus tôt par le procureur aujourd'hui. Elle a été émise le 1er juillet 2016 par le chef de la police nationale philippine de l'époque, M. De la Rosa, qui avait été nommé par M. Duterte. Et la partie pertinente de cette circulaire numéro 16-2016 précise, je cite, que des victimes maison par maison de personnalités suspectées dans le cadre du trafic de drogue serait le point fort du projet Torrent. Je cite, « Le projet Torrent fait référence à la campagne contre la drogue de M. Duterte et les opérations de nettoyage des barangays. À terme, les victimes assassinées étaient désormais connues dans leur communauté par l'appellation stigmatisante Natocan et de toxicomane, sans qu'il n'y ait jamais eu de processus judiciaire. Troisièmement, les victimes assassinées dans le cadre de la campagne contre la drogue de M. Duterte ont encore été déshumanisées même après leur mort, parce qu'elles ont été qualifiées de Nanlaban. Après le meurtre, les victimes étaient présentées comme des Nanlaban qui auraient riposté contre la police, malgré qu'elles étaient des victimes impuissantes. Après leur meurtre,
des preuves de drogue illicite, armes à feu étaient plantées sur les victimes dans le cadre d'un modus operandi de la campagne contre la drogue pour montrer qu'elles auraient riposté. Alors, les victimes assassinées n'étaient pas seulement désignées par narcoman ou toxicomane, elles étaient également connues dans leur communauté proche par cette fausse étiquette de Nan Laban ou alors quelqu'un qui a riposté. Pour les familles, les membres de familles survivants, le préjudice continue. Le traumatisme extrême causé par le meurtre des victimes de Tokhan a été transmis aux survivants. Certains des membres de familles survivants ont été emprisonnés et poursuivis par des motifs totalement fabriqués alors qu'ils combattaient encore le traumatisme de l'attaque et du meurtre de leurs proches. Pour la victime à laquelle j'ai fait référence un peu plus tôt, après que son fils ait été séparé de force d'eux, elle-même, la victime et l'épouse de son fils ont été arrêtés et détenus dans un commissariat de police. Pendant qu'elle était en détention, il lui a été dit d'aller chercher son fils à la morgue. Mais elle et sa belle-fille n'ont pas été libérées de détention. Elles ont été filmées et elles ont été poursuivies sur la base de plaintes fabriquées de toutes pièces portant sur des drogues illicites. En détention, dit la victime, j'ai appris que la même chose était arrivée aux autres victimes. Leurs histoires étaient la même. Il a fallu plus d'1 an pour que cette victime soit libérée. L'emprisonnement illégal des membres survivants des familles faisait partie du mode opératoire pour empêcher les victimes indirectes de porter plainte contre les auteurs directs des crimes commis dans la campagne de lutte contre la drogue de M. Duterte, comme le stipule le document contenant les charges d'autres crimes violents au titre de l'article 7.1. Les maisons des victimes Tokhan étaient les foyers de plusieurs générations de familles. Les victimes assassinées devant leurs proches, par leurs époux, leurs enfants, leurs parents. Ce traumatisme extrême est une charge, un poids quotidien pour les membres de familles survivantes puisqu'ils vivent encore chaque jour sur les lieux du crime, leur maison. Ce traumatisme extrême des membres survivants de la famille survient également lorsqu'ils voient ou croisent un policier ou pire, les auteurs directs des crimes dans leur communauté. Mais le traumatisme extrême de ces victimes survivantes ne s'arrête pas là. Les victimes survivantes ont été stigmatisées au plan social dans leur communauté avec ces étiquettes Natokan Sila ou alors Mai Natokan Kanila, ce qui signifie littéralement qu'elles ont des membres de famille qui ont été tués dans une opération Tokhan. Les membres survivants de la famille des personnes assassinées étaient évités et rejetés au sein même de leur communauté. Leurs voisins les évitaient par crainte pour leur propre vie en cas d'association avec la famille d'une victime Tokhan.
Et ces survivants, généralement, faisaient le deuil seuls pendant les veillées de leurs proches assassinés, puisque certains membres de famille ne supportaient pas cette stigmatisation et cette isolation sociale et finissaient par quitter la communauté. Le traumatisme et la stigmatisation sont encore pires pour les enfants des victimes Tokhan assassinées. En plus de perdre un parent, généralement le père, qui est le soutien financier de la famille, les enfants, en tant que descendants directs de la personne assassinée, étaient évités à l'école aux victimes de harcèlement. Les enfants des victimes Tokhan doivent faire face au harcèlement, à la stigmatisation, au traumatisme, à la dépression, et certains d'entre eux ont même développé des problèmes de santé tels que l'épilepsie. Parce que les victimes Tokhan assassinées étaient les soutiens de leur famille, leur mort impliquait également que les membres survivants de la famille rentraient dans une pauvreté encore plus grande. Les survivants vivaient une perturbation socio-économique grave avec le meurtre du soutien de leur famille. Ainsi, la campagne de lutte contre la drogue de M. Duterte, en plus des victimes faites dans les communautés à faible revenu, a généré l'effondrement des familles des victimes assassinées. La campagne contre la drogue de M. Duterte a brisé la confiance au sein des communautés soudées des victimes Tokhan assassinées et détruit le tissu social de ces communautés. Et enfin, la campagne anti-drogue de M. Duterte n'a pas causé uniquement la mort de personnes, mais également créé un climat de terreur contre les communautés marginalisées aux Philippines. Cette campagne a brisé, terrorisé ces communautés pour obtenir le contrôle. En fin de compte, les victimes cibles de la campagne anti-drogue de M. Duterte venaient de communautés marginalisées et vulnérables. Ça veut dire que sa guerre contre la drogue n'en était pas une, mais plutôt une guerre contre les pauvres. La stigmatisation continue des victimes indirectes, des membres survivants des familles persiste jusqu'à ce jour. Les enfants des victimes assassinées souffrent encore au plan psychologique, au plan mental, au plan socio-économique. Ils sont avec leur mère, leur famille élargie, leurs grands-parents, généralement les grands-mères, les tantes, les oncles qui portent la charge de subvenir aux besoins des enfants des victimes assassinées. Certains membres survivants des familles reçoivent encore les visites ou font encore l'objet de surveillance des auteurs de ces crimes pour les garder sous contrôle. Dernier point. Quelle est la signification de ces procédures pour les victimes? Ces audiences, les audiences qui se tiennent dans cette chambre sont suivies de près par des victimes parce que c'est la première étape vers l'établissement de la vérité et vers la justice. Le déni existe encore, même au sein des communautés où les victimes résident. Les membres de familles survivants des personnes assassinées ne peuvent toujours pas discuter de manière ouverte le meurtre de leurs proches dans la communauté. Dans certains quartiers qui sont favorables à M. Duterte, il est même dit publiquement que ces meurtres, dans le cadre de la campagne anti-drogue, n'ont jamais eu lieu ou alors étaient des désinformations ou encore qu'ils étaient justifiés et nécessaires. Ces audiences de confirmation de charges sont vitales
pour les victimes de la lutte anti-drogue de M. Duterte parce que ce sera la première étape pour eux, pour la reconnaissance de leur droit à la vérité et à la justice dans le cadre du droit international. Madame la Présidente, Mesdames les juges, les victimes savent que leurs proches assassinés souffrent et sont victimes de crimes contre l'humanité reprochés à M. Duterte. Mesdames les juges, les victimes savent, ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles et ont été témoins de la barbarie des meurtres de leurs êtres chers, la perte de la dignité humaine qui n'a jamais été prise en compte. Alors, les victimes prient cette Chambre de confirmer les charges retenues pour crimes contre l'humanité à l'encontre de M. Duterte pour servir la vérité, pour servir la justice au bénéfice des victimes. Et afin que cet héritage de meurtre de M. Duterte au nom de sa campagne anti-drogue ne fasse pas davantage de victimes à l'avenir. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Ce point met un terme aux soumissions des représentants communs des victimes. Merci beaucoup, Maître Andrés. Je dois comprendre que vous avez fini. Donc nous arrivons aujourd'hui au terme de cette deuxième journée d'audience. Conformément à notre programme, l'audience est suspendue jusqu'à jeudi 26 février à 10 h. Merci encore une fois aux parties et aux participants, ainsi qu'à notre interprète, le greffe, le personnel technique et ceux qui nous ont permis à cette audience de se dérouler. Bonne fin de journée et à tous à jeudi. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.